Elle est journaliste chez QMI, au Journal de Québec, et elle a décidé de sauter les 2 pieds dans que se passe-t-il aujourd'hui en 2024 au niveau du recrutement et de la prostitution et de nos proxénètes qui œuvrent dans le domaine, encore une fois, dans la région de Québec. Elle s'appelle Catherine Lamontagne. Bonjour, Catherine. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Est-ce que tu as hésité avant de sauter dans ce thème-là qui est la prostitution à Québec? Non, au contraire. On avait, au bureau d'enquête, on avait des signaux là, comme de quoi il y avait vraiment une recrudescence en matière de recrutement et de sollicitation là, pour la prostitution. Et moi aussi, j'étais dans cette impression-là. Tu sais, moi, je suis une fille de Québec. Scorpion, ça m'a marqué. Et j'étais dans cette impression-là que Scorpion, ça avait été un électrochoc assez fort pour donner un bon coup là, dans l'univers de la prostitution des jeunes, prostitution juvénile. Et ce qu'on a découvert, mon collègue Denis Thériault de l'émission JE et moi, c'est que ça explose en ce moment. Ça explose, les cas de sollicitation, les cas de recrutement, et cette explosion-là est due notamment aux réseaux sociaux. Donc, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de frontières. Les proxénètes peuvent contacter n'importe qui, n'importe quand. Le proxénète peut être dans son sous-sol à Montréal et contacter ou solliciter des filles qui sont en Gaspésie, à Rouyn-Noranda, à Québec. Donc, ça, c'est... Déjà, ça, c'était frappant pour nous. Le deuxième élément qui est venu nous choquer aussi, c'est que maintenant... pour certains, l'industrie du sexe, c'est banalisé. Et j'ai même envie de dire que c'est glamour et c'est valorisé. Ouais. Donc, on va voir sur les réseaux sociaux, par exemple, des proxénètes ou même des travailleuses du sexe qui vont exposer là, leur voiture de luxe, des liasses d'argent. Donc, ça c'est présenté comme une manière de faire beaucoup d'argent facilement. C'est une vitrine qui met en valeur un peu ce milieu-là. Et évidemment qu'on va cacher tous les côtés sombres de l'industrie. Tu me fais réfléchir là-dessus. Puis c'est vrai, j'ai vu certains posts, certaines affaires où la fille, elle se traitait pas de pute, elle se disait, je suis une travailleuse du sexe, mais voici mon niveau de vie. Mais moi, travailleuse du sexe, je me suis dit, elle a fait des films ou elle a un OnlyFans ou des choses là. Mais non, là, on est dans de la prostitution pure et dure, aussi simple que ça. C'est l'industrie du sexe at large, j'ai envie de vous dire. Mais même à ça, c'est des images qui font en sorte que quand on vend le sexe, quand on vend du sexe, quand on vend nos services sexuels, c'est pas si grave. Puis en plus, on est bien là-dedans, puis c'est payant. Et il y a cette difficulté-là en ce moment pour les corps policiers, parce que vous savez, la prostitution, là, c'est un crime contre le proxénétisme, c'est un crime contre la personne. Donc, pour arrêter un proxénète, pour arrêter un client, il faut une dénonciation. Mais les travailleuses du sexe ne se sentent pas victimes. Donc, ça aussi, c'est une espèce de nouvel aspect du milieu. Dans Scorpion, il y avait eu ça un petit peu. Je me souviens parce que il avait établi même quelques années après qu'à peu près la moitié des jeunes filles qui étaient des mineurs, des juvéniles, avaient continué dans le domaine, l'autre moitié avait arrêté. Donc, ils se sentaient quand même à l'aise dans ce domaine-là. Là. Mais on va plus loin en 2024. Les filles se sentent en contrôle. Et il y a maintenant certaines jeunes filles qui vont solliciter elles-mêmes des proxénètes pour faire le chiffre, pour travailler pour eux. Parce qu'elles ont été présentées à cet univers-là, à cette façade genre glamour là, du milieu. Donc, c'est des jeunes filles, des adolescentes. Et on a d'ailleurs rencontré une adolescente là, qu'on a appelée Rosalie qui, elle, s'est jetée dans la gueule du loup quand elle avait 13 ans parce qu'elle a été exposée à des images comme ça. Puis, elle s'est magasinée, entre guillemets, un proxénète pour pouvoir vendre ses services sexuels. Mais tabarouette, on est de retour dans la prostitution juvénile. Donc, puis surtout que tu dis que la sollicitation se passe beaucoup sur les médias sociaux. On est de retour avec des très, très jeunes filles sur le marché. Oui, tout à fait. Et ça, c'est indéniable. Là, on le voit dans les organismes, on le voit chez les corps policiers, on le voit chez les intervenants. Il y a encore et toujours de la prostitution juvénile. Maintenant, c'est volontaire. Là. La nouvelle donne, entre autres, c'est volontaire. C'est qu'elle a cherché un proxénète, là. C'est que toute la culture des médias sociaux, pas juste, on parle beaucoup des médias sociaux parce que c'est un peu le cœur de l'article, mais si tu regardes la culture, puis je veux pas jeter personne en dessous de l'autobus, mais la culture rap qui domine maintenant le monde musical. Le monde musical. Je veux dire, c'est ça, c'est des filles, c'est du cash, c'est des grosses voitures, des guns, puis tu sais. Il y a une culture populaire qui fait en sorte que c'est valorisé. C'est ça aussi qui a changé. Mais je veux juste revenir, là, tu parlais de prostitution juvénile. Les forces policières parlent maintenant de prostitution des jeunes. Parce que est-ce qu'on est vraiment moins vulnérable dans la nuit de nos 17 à nos 18 ans? Donc, on cible vraiment la prostitution. Évidemment qu'au niveau de la loi, l'exploitation sexuelle d'une mineure, là, ça vient pas avec la même peine, là. Mais on parle vraiment de prostitution des jeunes en ce moment. D'exploitation sexuelle chez les jeunes, donc de 12 à 22, 24 ans. Mais s'il y a une explosion comme ça de la sollicitation et du contact de ces jeunes femmes-là, entre autres,
ça veut dire qu'il y a la clientèle pour ça, parce que c'est Bien ça sûr. qui... Moi, ça me rentre pas dans la tête. Donc, il y a une demande pour ça. Bien sûr. Et dans le cadre du reportage là, qu'on a présenté à JE vendredi, puis dans le cadre de nos articles, on s'est entretenu notamment avec l'enquêteur qui était à Scorpion à l'époque, Roger Ferland. Et lui, ce qu'il nous a dit, c'est que, bon, après Scorpion, on dirait que tout le monde s'est calmé. Là. Tu sais, la demande, il y en avait moins parce qu'il y avait une peur de se faire prendre. Mais là, l'eau a coulé sous les ponts et il semble que la demande, elle est là. Elle est là. Puis les arrestations pour des clients, il y en a, mais il n'y en a pas tant. Là. On a fait sortir les chiffres là, du directeur des poursuites criminelles et pénales pour l'ensemble du Québec et on voit qu'il y a une diminution là, des arrestations au niveau des clients. Donc, le risque de se faire prendre est assez minime. Est-ce que c'est parce qu'il y a des proxénètes, justement, qui gèrent ces jeunes filles-là? Fait que, vu que le contact est toujours le même individu, même, est-ce que vous avez retrouvé des individus qu'on avait connus au début des années 2000, qui sont encore dans le domaine, qui sont encore des proxénètes aujourd'hui? On n'a pas retracé les individus Scorpion, mais on a quand même retracé ce à quoi on s'est intéressé, c'est qu'on a trouvé 2 individus qui ont été condamnés par le passé pour proxénétisme, là, donc dans les dernières années, et eux, parce que c'est des rappeurs, dans leurs vidéoclips, sur leur compte Instagram, sur TikTok, ils vont faire des vidéos où ils vont vraiment glorifier là, la prostitution en disant qu'une fille qui se prostitue, qui choisit un pimp, elle le fait de libre choix, qui force personne, puis qu'il y a des avantages à ça. Elle va avoir une Benz, elle va avoir de l'argent. Donc, c'est l'image qu'on envoie du milieu en ce moment. Est-ce que les policiers, quand ils voient cette sollicitation-là, c'est accessible? Vous l'avez vu, c'est accessible à tout le monde. Ils peuvent pas intervenir, ils sont pas capables d'aller jusqu'à la source? C'est qu'il faut quelqu'un qui dénonce à la base. Là. C'est ça un peu l'enjeu des policiers. Et ce qu'on nous expliquait, c'est que tu sais, dans tous les types de crimes, là, les policiers vont essayer d'avoir quelqu'un, une dénonciation, porter des accusations, amener la personne devant le tribunal, puis une peine, on passe au dossier suivant. Mais en matière d'exploitation sexuelle, l'approche, elle est différente. L'approche va être vraiment centrée autour de la victime, qui ne se sent pas toujours victime, mais les policiers vont pas à tout prix chercher une dénonciation pour arrêter un client ou un proxénète. On va regarder qu'est-ce qu'elle a besoin. Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a pris une douche? Est-ce qu'elle a besoin de voir un médecin? Est-ce qu'elle a un toit où dormir ce soir? Pour créer un lien. Et si un jour, cette personne-là est prête à dénoncer, mais qu'elle ait une ressource pour le faire. Est-ce que les victimes de ça, ceux qui sont sollicités très jeunes, tu as parlé d'une Rosalie, 13 ans, ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'elle aura envie de s'en sortir? Elle s'en est sortie. Et le témoignage de Rosalie est très fort. C'est que justement, ce qu'elle nous raconte, c'est que à 13 ans, elle était pas bien chez elle était pas bien au centre jeunesse, où elle était bien, mais c'était en compagnie des proxénètes, parce qu'elle se sentait en sécurité, elle se sentait aimée, elle se sentait valorisée. Puis elle a été dans le milieu là, durant, je pense, c'est 7 ans, durant 9 ans, dont 7 là, en tant que mineure. Aujourd'hui, elle s'en est sortie, elle fait complètement, elle fait autre chose, mais c'est un message là, qu'elle souhaite lancer, là, que ça a l'air bien beau au début, là, mais c'est pas ça la vraie vie. Là, on parle davantage à des parents ce matin. Ouais. Toi, t'es mère de famille. Est-ce que nous, les parents, on a un rôle à jouer là-dedans? T'as dit, là, en parlant de Rosalie, là, le nom fictif, t'as parlé du centre jeunesse. Est-ce que c'est ça la cible? Parce que là, tu dis, oui, ils servent des médias sociaux, mais est-ce que la cible, ce sont les jeunes femmes vulnérables dans des milieux comme ça, ou si n'importe quelle jeune fille pourrait être affectée et sollicitée par ça? N'importe qui est à risque d'être sollicité en ce moment. La mauvaise place au mauvais moment, là, n'importe qui est à risque d'être sollicité. Maintenant, il y a une récente étude qui a été faite par une chercheuse qui est rattachée à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui, elle, s'est penchée sur les centres jeunesse, justement. Elle a fait une analyse là-bas, et ce qu'on a découvert, c'est que jusqu'à 65% des jeunes filles en centre jeunesse ont eu des activités prostitutionnelles, alors que dans la société en général, là, pour une adolescente qui fonctionne normalement à l'école, là, on est à moins de 1%. Donc, clairement, il y a un enjeu avec les centres jeunesse. Il y a une intervenante qui nous dit que c'est un pipeline encore vers la prostitution, qu'il y a encore des filles qui fuguent pour se prostituer, qui, quand vont bénéficier de sorties, vont se prostituer, vont être exploitées sexuellement. Donc, c'est clair que les proxénètes recherchent quoi? Des jeunes filles vulnérables. Il y a une grande partie de jeunes filles vulnérables qui se trouvent dans les centres jeunesse. Dans les centres jeunesse, les jeunes filles se prostituent, puis les jeunes hommes couchent avec les intervenantes qui ont été plantées. Sérieux, c'est scandaleux ce qui se passe dans les centres jeunesse. C'est vraiment, je comprends. Et, écoute, c'est des gens vulnérables des deux côtés, et on l'a dit plus tôt dans l'émission, la vulnérabilité amène d'autres personnes à profiter de ce monde-là. Est-ce que vous avez pris le chemin
que si vous vouliez être client, par exemple, de voir la facilité de trouver ces gens-là, puis j'essaye encore de trouver une façon que la police pourrait dire, tu sais, je me souviens qu'il avait fait ça il y a quelques années. Il avait pris une jeune policière qui a de l'air plus jeune que son âge, puis elle était pourtant à la majorité déjà depuis un certain temps, puis on l'a mis dans une situation où elle pourrait attirer des clients. Oui, avec des fausses annonces, ouais. Puis là, dès que le client arrive, il y en a eu beaucoup de ça. Là, je pense que ça a été quand même contesté devant les tribunaux, donc les policiers vont trouver une autre manière de réagir. Mais, ceci étant dit, si vous cherchez à acheter des services sexuels ce soir, ce midi, en ligne, c'est extrêmement facile. J'ai pas envie de donner on l'écrit, je vais vous le dire. Il y a un site qui s'appelle Léolist. Quand on consulte ce site-là, là, par exemple, dans la grande région de Montréal, là, il y a une centaine d'annonces qu'on peut voir, mais tu sais, à la fin du site, là, il y a 350 pages. Donc, le choix, l'offre... La liste de filles. Oui, exact. La liste de filles est là. Dans des la région de Québec. Des majeurs? Bon, Léolist, c'est pour un site pour majeurs. On achète les annonces avec de la crypto-monnaie. Ça peut vous donner une idée là, de la... Du stratagème intelligent derrière ça. Exact. Là. Bon. Okay. Et ce que ça permet, ce site-là, c'est de voir là, à quelle heure, tel jour, combien... On peut dire, par exemple, à l'ancienne Lorette, là, entre midi et 15 heures, on a 32 filles disponibles. Puis maintenant, c'est supposé être pour les majeurs, évidemment, mais il y a des indices là, qui peuvent laisser croire qu'il y a des mineurs. On va utiliser des mots comme jeune, douce, nouvelle. Donc ça, évidemment, ça peut mettre la puce à l'oreille. Au Québec, pourtant, on a une mentalité que si on travaille pour quelqu'un, on a tout le temps l'impression qu'il abuse de nous autres parce que lui, il fait de l'argent comme propriétaire de l'entreprise, par exemple. Puis c'est drôle, au niveau de la prostitution, on dirait que ça compte pas. Parce que les jeunes femmes qui vont travailler pour les proxénètes vont laisser beaucoup d'argent à ce gestionnaire-là, si on peut appeler ça comme ça. Et pourtant, ça, il accepte ça. Et même, tu dis qu'il recherche ça. Bien, c'est ça. C'est qu'il y a une nouvelle, j'ai envie de dire qu'il y a une nouvelle réalité dans la prostitution. C'est que maintenant, tu sais, avant, il y en a encore. Mais avant, il y avait beaucoup, là, le proxénète qui charme la fille, qui l'amène à se prostituer par amour, puis finalement, qui lui prend tous ses gains. Il y a garde avant. Ouais, c'est exact. ça. Il y en a encore de ça. Mais il y a d'autres manières de recruter. Et une des principales, maintenant, c'est par affaire. Donc, un proxénète qui va approcher une fille ou une fille qui va approcher un proxénète en disant, nous, on se part une business, entre guillemets. Le proxénète s'occupe des clients, de l'emplacement, le transport, la sécurité. Moi, je fais les clients, puis on se sépare les profits. Le problème là-dedans, c'est ce que nous disent les policiers, c'est que la relation égalitaire, elle demeure rarement. Et c'est là qu'on va vraiment tomber dans l'exploitation sexuelle où, au final, le proxénète va dire, là, faut que tu payes le transport, faut que tu payes le logement, faut que, tu sais, et il restera plus grand-chose là, dans les poches de la fille. Est-ce que avant de les lancer, parce que quand même, moi, je me souviens de Scorpion, là, parce que j'ai couvert certains procès, les jeunes filles étaient gâtées, attirées par des proxénètes qui devenaient leur chum. Eux autres, ils pensaient que c'était vraiment leur chum. Puis après ça, ils la faisaient avoir une relation avec un ami proche, puis ensuite, ça s'élargissait. Donc, c'était très graduel comme abus. Est-ce qu'aujourd'hui, on se sert de des plateformes comme OnlyFans et d'autres, parce que je les connais pas toutes, là, pour faire commencer graduellement une jeune fille à se dénuder, à se montrer, à recevoir de l'argent pour ça, puis ensuite... TikTok, entre autres, aussi. Il y a OnlyFans, mais TikTok sert beaucoup pour les jeunes. Je sais pas. Oui. OK, mais il n'y a pas de nudité sur TikTok? Il y a moyen, oui. Ah oui? Oui. OK, je sais pas. Je suis pas au courant. C'est un peu ça? Bien, c'est un peu ça. Il y a toutes sortes de manières. Là. Il n'y a pas de cas type. Il y a une jeune femme à qui on a parlé là, qui, elle, son proxénète l'a amenée à commettre des petits délits de fraude au début. Donc là, on a un petit pas dans la criminalité. Là, à un moment donné, il arrive quelque chose. Lui, il se fait arrêter. Elle est toute seule. Là, ils ont une dette. Donc là, elle va rentrer dans l'industrie du sexe pour payer la dette. Il y en a d'autres qui y vont d'emblée, là, qui sont prêts, là, qui n'ont pas besoin d'être désensibilisés parce qu'elles le sont déjà. Ils sont désensibilisés parce qu'elles ont vu sur les réseaux sociaux, ce qu'elles ont consulté, parce qu'on leur a dit à l'école, parce que... Donc, puis ils ont envie de prendre ce chemin-là. Il y a déjà comme une pré-désensibilisation qu'on n'avait pas. Maintenant aussi, on parle beaucoup de Scorpion. Il faut dire qu'à l'époque de Scorpion, il y avait des réseaux de prostitution juvénile. Maintenant, à cause des réseaux sociaux, on n'a plus besoin de réseaux de proxénètes. Les proxénètes travaillent en silo pour leur compte, peuvent eux-mêmes gérer les clients, booker un Airbnb, booker un Uber. Le proxénète, maintenant, peut être à Québec puis envoyer sa fille travailler dans les régions là, sans problème, presque en télétravail. Donc, une opération Scorpion, comme on a vécu il y a 22 ans, là, où il y aurait une grosse frappe policière pour démanteler un réseau, c'est pratiquement impossible qu'on voit ça.
Au surplus, les policiers seraient bien mal vus de laisser une fille de 15 ans, par exemple, se faire exploiter sexuellement, agresser sexuellement durant des semaines et des mois, le temps de ramasser de la preuve. Là. Donc maintenant, la technique, c'est vraiment dès qu'on a un cas, dès qu'on a une dénonciation, dès qu'on a un motif raisonnable de frapper, on frappe. Y a-t-il des endroits particuliers où ça se passe? Je comprends que tout est sur Internet, mais à un moment donné, pour qu'un homme et une femme se rencontrent quelque part, il y a des lieux physiques. Ouais. Est-ce que vous avez été capable de cibler des endroits? Bien, ce qu'on nous a dit, c'est que maintenant, avant, ça se faisait beaucoup dans les hôtels. Là. Bon, évidemment qu'il y a encore ça, mais là aussi, il y a tout le réseau d'Airbnb qui fait qu'on peut louer un condo, un appartement. Ça laisse sous un faux nom. Ça laisse pas vraiment de traces. Pour le transport aussi, avant, on pouvait cibler des chauffeurs de taxi, mais là, maintenant, ça peut être des Uber. Donc, toute cette... Dans les règles de gestion, moi, j'en ai un Airbnb, là, un condo Airbnb. Dans les règles de gestion, voilà pourquoi on garde un tarif toujours plus élevé que 200 ou 300 $. Ça dépend de la grandeur du condo. Puis, jamais en bas de 3 nuits. Pour éviter ça. Moi, j'avais appris ça quand j'ai acheté cet endroit-là. Tout comme j'ai un ami qui a investi dans de l'entreposage. Donc, ils ont bâti un édifice pour de l'entreposage individuel. Et les murs ne se rendent pas au plafond. Le plafond, le dernier espace est grillagé. Puis j'ai dit, pourquoi vous faites ça? Il dit, circulation d'air, puis pour empêcher la prostitution. Je dis, c'est des portes de garage. Il dit, mais oui. Mais il dit, à Montréal, ils ont découvert des entrepôts où on met normalement des restants d'appartements ou de maisons, des gens qui déménagent. Il dit, on a trouvé des chambres complètement construites et ça coûte, mettons, 200$ par mois. C'est même pas comparable à un appartement, mais c'est pour quelques minutes ou quelques... Et il voulait éviter la prostitution dans des entrepôts. Je trouvais ça épouvantable, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Oui, ben oui. Puis je pense que tout ce phénomène-là, ça démontre aussi il y a un enjeu de société. Là. Il y a un enjeu de société. Qu'est-ce qu'on a comme valeur? L'hypersexualisation, la banalisation de la sexualité, l'argent rapide, l'appât du gain. Je me souviens là, d'être allée donner des conférences sur le journalisme dans des écoles, mettons, puis je leur demandais qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Puis les gens me disaient être riche. L'argent. Être riche. Je veux dire, moi, je me remets à 12 ans. Là, c'était pas être riche. Là, je voulais être vétérinaire. Fait que c'est sûr qu'il y a un changement des perceptions. C'est une bonne façon de être riche. Vétérinaire. Pourquoi t'as arrêté? Je suis allergique aux animaux, finalement. Mais ça a brisé mes plans de carrière. Tu dis, mettons, il y a un examen de société à faire. Admettons, puis je te le donne. Mais j'ai tendance à voir la prostitution comme la drogue. C'est-à-dire un mal nécessaire qui sera toujours présent. Mettons. Ça veut pas dire qu'il faut pas améliorer les choses puis empêcher que les mineurs le fassent. Est-ce qu'on réglerait pas une partie des problèmes si on légalisait vraiment puis on encadrait? C'est un courant de pensée là, qui nous a été présenté dans le cadre de notre enquête. Ce matin, dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, là, on a une entrevue avec une femme qui s'appelle Laura, qui, elle, quand elle avait 14 ans, elle est née garçon et elle s'est prostituée garçon. Parce que ça existe aussi, l'exploitation sexuelle puis la prostitution chez les garçons. C'est plus tabou, c'est méconnu, pratiquement pas de plainte là-dessus, mais ça existe. Donc, elle... à 14 ans, elle est garçon, elle se sent femme. Et on est à une époque où on parle pas de transgenre, on parle pas de ça, là. On parle pas du tout. Et sa manière de s'accepter, c'était de s'habiller en femme et de vendre des services sexuels pour aider dans son acceptation. Et elle, ce qu'elle nous dit comme discours, c'est soit on légalise, ou si vous voulez plus qu'il y en ait de prostitution, ben donner des logements abordables, rester ouvert aux gens qui ont des problèmes d'identité ou qui ont des enjeux d'identité, qui sont en quête de questions. Donc, c'est sûr, il y a des organismes aussi comme le PIAMP à Montréal qui vont prôner ça, le plus une légalisation, un meilleur encadrement. Faut dire que la loi, en ce moment, c'est légal, en guillemets, là, de se prostituer. Ce qui est pas légal, c'est de mettre une annonce, en acheter, puis vivre des produits. Tout autour n'est pas légal. Exactement. On protège la fille là-dedans. C'est ça. Mais pas assez. On les protège pas bien parce qu'on veut pas aller jusqu'au bout. T'sais. C'est pas parfait. Oui, mais parce que dans un milieu comme ça, souvent, il va y avoir aussi des stupéfiants, il va y avoir... toutes sortes de branches de criminalité vont être reliées à ça. C'est sûr. Mais encore là, on pourrait empêcher une partie de ça.
Mais En légalisant? tant qu'il y aura de la demande. C'est parce que moi, je pense que la présence de drogue est tellement forte que même si on légalise la prostitution, ça va finir que ça va être pour, mettons, s'offrir plus de consommation. Plus de consommation va amener une désorganisation. Je sais pas, j'ai de la difficulté à voir vraiment là, la fille avec un bungalow en banlieue puis qui dit, ben moi, je me prostitue du lundi au vendredi. Être entrepreneur. Ça arrivera pas. Je pense pas que pour faire ça... On est fan, c'est un peu ça. Encore là, est-ce que tu penses vraiment que les filles qui ont fait beaucoup de sous sur OnlyFans ont fini par en faire une profession et vraiment acquérir bien des choses? Je suis pas certain de ça encore. Je sais pas, moi non plus. Je sais pas ce que ça donne comme résultat. Est-ce qu'on devrait... donc de limiter les médias sociaux, l'âge des médias sociaux, ça pourrait prévenir, en tout cas du côté des jeunes femmes? L'Australie tente de le faire. Là. On a tous vu passer la nouvelle comme de quoi l'Australie voudrait restreindre l'accès aux réseaux sociaux là, pour les moins de 16 ans. C'est sûr que c'est intéressant, mais maintenant, est-ce qu'on est mieux de restreindre ou d'éduquer? Puis c'est un peu le conseil que tous les intervenants et les policiers nous ont donné dans le cadre de notre enquête, c'est de s'intéresser à ce que les jeunes font sur leur téléphone. Tu sais, des fois, peut-être moins toi, Nico, là, mais tu sais, des fois, on est dépassé là, à quel point ça va vite, les technologies. Il y a toujours une nouvelle application. Il y a, tu sais, à un moment donné, le TikTok, Instagram, Snapchat, on ne sait pas tout comment ça marche, mais ils sont là, les jeunes, tu sais. Fait que c'est de s'intéresser à ce sur quoi nos jeunes sont, qu'est-ce qu'ils consultent, qu'est-ce qui les intéresse, de voir aussi s'il y a des changements d'habitude. Est-ce qu'on arrive avec des faux ongles, des nouveaux souliers, des sacoches? Est-ce qu'on rentre tard le soir? Est-ce qu'on cache certaines fréquentations? Une très jeune fille qui se maquille, ça veut pas dire qu'elle s'en va dans la prostitution. Évidemment que pris isolément, là, mais pris isolément, ça vaut rien, entre guillemets. Mais c'est un ensemble. C'est là qu'en tant que parent, c'est d'être sensible, poser des questions. L'affaire la plus délicate, je trouve, puis la plus... Tu sais, c'est, oui, de s'intéresser à ce que font nos enfants, mais souvent, moi, le combat que je trouvais que, comme parent, j'ai eu, c'est jusqu'à quel moment je me permets le soir de prendre son cellulaire puis de regarder. On a tellement fait de discours comme de quoi, tu sais, le cellulaire, c'est la vie privée de quelqu'un, puis, tu sais, tes enfants, tu sais, quand ta fille, elle a 14, puis qu'elle a des conversations intimes avec un petit chum ou sa meilleure amie de fille parce qu'elle fantasme sur un petit gars à l'école. Est-ce qu'à 14 ans, tu peux te permettre comme parent de prendre son téléphone et d'aller fouiller fouiller, c'est peut-être un grand mot, mais d'aller voir cette intimité-là, puis d'aller voir qu'est-ce qu'elle a consulté, à qui elle parle. Puis tu sais, ça parle à un Marcel de 56. Calvaire, ça marche plus, là. Mais en même temps, le Marcel de 56, là, il peut se présenter sous Philippe. Ouais, c'est ça. William, tu dis William. Mais... Ouais, William, excuse-moi. Liam, quand tu vas faire Liam, master. OK. Mais est-ce que, tu sais, le parent de se donner le droit de jeter un regard uniquement dans un but sécuritaire. Ben, c'est de garder un lien de confiance, je pense, là, avec l'enfant, puis d'adresser ces choses-là. Il faut dire aussi, il y a de la prévention, il y a de la sensibilisation qui se donne aussi par les autorités policières, par des organismes, par des intervenants. Dans les écoles? Dans les écoles. On peut, écoutez, là, on me disait là, qu'à partir de 6e année, dans certains milieux à risque, là, on vient déjà faire des campagnes de sensibilisation puis de prévention. Donc, il faut. En 6e année, ils sont déjà sur les réseaux sociaux. Puis en secondaire 1, là, ils vont perdre un peu leurs repères, ils iront peut-être pas à la même école que leurs amis, ils vont changer de cercle social, il y a des nouvelles. Puis le proxénétisme, il y en a chez les mineurs aussi. Là. Il y a des recruteurs chez les mineurs, il y a des recruteuses, il y a des proxénètes filles. Il faut pas oublier aussi que si on reste dans le contexte de l'appât du gain, c'est payant vendre des services sexuels. On parlait des trafiquants de drogue. Une fois que le trafiquant de drogue, là, une fois que sa marchandise est livrée, est payée, il faut qu'il en rachète, il faut qu'il en retrouve d'autres. La fille, on peut la vendre, entre guillemets, encore et encore. On va l'user à corde. Il y en a une dans votre article. Ça a passé proche qu'elle soit vendue à l'Arabie Saoudite. Exact. OK, à ce point-là. Donc, on l'a utilisé beaucoup au point tel qu'on aurait pu la vendre à l'étranger. Mais c'est un plan qui ne s'est pas concrétisé, mais ça, c'était contre son vouloir. Elle l'a su après coup que c'était un plan là, de l'envoyer. Elle, c'était une jeune fille de la région de Montréal. C'était dans les plans de l'envoyer à Dubaï. Puis, il y a eu une tentative de la vendre à Québec aussi. Okay. Vous avez publié ça dans le journal de Québec et Montréal. Vous avez également fait des reportages à JE vendredi sur ce. Mais
qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Pas retenir, mais dans le sens où, là, vous avez fait ça pour aviser les gens, mais demain matin, ça changera pas, là. Ça continue, puis la police semble pas vouloir dire, ah non, c'est un problème sérieux, mais on va s'y attaquer. Ah, je suis pas d'accord avec ça, Non? par contre, parce que la police, on les sent mobilisés, là. Puis il faut dire que dans le cadre de ce reportage-là, les forces policières, le SPVM à Montréal, le SPVQ à Québec, la Sûreté du Québec avec l'escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme ont embarqué. La DPJ de Laval, la DPJ de Québec ont embarqué. Le PIPQ à Québec, la Clé à Montréal, qui sont des organismes qui viennent en aide aux personnes là, qui ont vendu ou qui s'apprêtent à vendre ou qui l'ont déjà fait, leurs services sexuels, ainsi que des femmes là, qui ont été dans ce milieu-là. Tout le monde a embarqué parce que il y a un besoin, il y a une nécessité de lancer un message fort. Là. En ce moment, ça explose. Les cas de recrutement, les cas de sollicitation, la banalisation sur les réseaux sociaux, il y a un véritable enjeu en ce moment. On doit en prendre conscience. On doit être alerté de ça. Donc, c'est aux parents à faire la job. Là. Non, là, moi, je pense que c'est de façon générale. Là. C'est d'éveiller un peu les consciences parce que je reviens à ce que je vous disais au début. Moi, avant de travailler là-dessus, je pensais que la prostitution juvénile, la prostitution des jeunes, là, c'était une affaire d'il y a 20 ans. Peut-être que j'étais bien naïve là, maintenant. Sauf que moi, j'ai entamé ce reportage-là en me disant, mais voyons donc, c'est impossible. Mais non, ça se peut pas. Et en découvrant tout ce qu'on vous a révélé au cours des derniers jours. Pour moi, ça a été un choc. Le phénomène est beaucoup plus gros que ce qu'on peut s'imaginer quand on n'est pas mêlé à ça ou on est loin de ça. On est surpris de l'ampleur de tout ça. Ouais. Ben, merci beaucoup, Catherine Lamontagne. Va-t-il y avoir une suite à ça? On a eu des informations en fin de semaine, on va voir, là, mais pour le moment, ce qu'on avait à vous présenter a été livré. Ouais. Catherine Lamontagne, journaliste pour QMI au Journal de Québec et TVA, bien sûr. Merci d'être venue nous voir. Ça m'a fait plaisir.